volontarisme. Hein. Et le cœur, c'est qu'un certain nombre de grands patrons décident, alors on est au tournant des années 60 quand elle écrit le bouquin, mais face à un État qui devient fou en termes de redistribution, on va dire comme ça, et de prédation, de racketing de ceux qui créent, en fait. Ils décident de faire la grève. Oui. Ce ne sont pas que les patrons, ce sont les créateurs. Il y a des artistes également dans la bande. Donc tous ceux qui créent quelque chose d'innovant et qui espèrent en retirer une récompense, en effet, en termes d'argent, en termes de notoriété, etc., ce sont ceux-là qui décident de s'abstenir, de produire, de créer, d'entreprendre, parce qu'ils en ont assez. Alors je vais faire référence à quelque chose dont on parle beaucoup actuellement, d'être plumés, d'être rackettés, d'être spoliés par l'État. Ils disparaissent même. Alors c'est ça qui fait un thriller, c'est que tout à coup l'usine est vide. Tout à coup le bureau du patron est vide. Ah oui, ils font pas de scandale. Voilà, c'est ça, il ne se passe rien. Ah oui, il n'y a pas de réseaux sociaux à l'époque. On se demande s'ils ne sont pas enlevés d'ailleurs pendant le... Tout à fait, tout à fait. Donc ils se concertent et ils se replient à l'instigation donc du plus hardi et entreprenant d'entre eux, de John Galt, et ils se replient dans un coin désert retiré du Colorado. Et ils attendent que tout s'effondre parce que ce sont eux qui supportent tout l'ensemble de l'État. Donc ils disent, si on s'abstient en effet d'entreprendre, de gérer nos entreprises, etc., tout va foutre le camp. On ne fera que parachever un travail destructeur entrepris par le gouvernement. Et ils font ça parce que, disent-ils, alors oui, c'est vrai que vous avez employé des termes modernes, et je vous en remercie Alain Laurent, mais en fait, c'est écrit très très précisément dans le bouquin. À un moment, dans l'un de ses nombreux monologues, l'un de ses patrons qui disparaissent dit à l'un de ceux qui ne veut pas disparaître, qui aime trop son usine pour partir, c'est lui qui invente un nouvel acier. Oui, Henry Worden. Il lui dit, mais vous n'en avez pas assez que ceux qui ne font rien pensent que vous qui faites tout, vous deviez tout leur donner. C'est-à-dire, il y a un manque de considération finalement fondamentale au cœur de qui motive la grève de ces patrons. Absolument, on les considère comme des esclaves, comme des gens qui doivent se plier et en effet entretenir les autres. Et entretenir beaucoup plus qu'ils le font, parce que quelqu'un qui entreprend, il donne du travail à d'autres. Mais là, on leur demande encore plus, et comme si ça ne suffisait pas, et il y a intrusion dans la manière de gérer leurs entreprises. On les soumet à un plan, on leur dit qu'ils doivent faire ceci, qu'ils ne doivent faire cela. C'est-à-dire que Ayn Rand a génialement anticipé la situation actuelle, moins aux États-Unis qu'en France. Vous allez loin, Alain Laurent. Mais allez, on va prendre un peu de temps. Mais c'est vrai que, alors donc, cet État se développe, écrit une constitution qui peut sembler folle, mais je vais lire l'article 2 de cette constitution. Article 2. Toutes les entreprises industrielles et commerciales, toute activité confondue, devront demeurer opérationnelles. Leurs propriétaires ne pourront se retirer, abandonner la direction de leurs affaires, fermer, vendre ou transférer leur entreprise, sous peine de l'avoir nationalisée, ainsi que tout ou partie de leur patrimoine. Quand on met face à cela, je ne veux pas faire de provocation, mais la cession obligatoire des sites industriels rentables, le texte de projet de loi qui est aujourd'hui soumis à l'Assemblée nationale, on se dit qu'on n'est peut-être pas effectivement très très loin. Ah, bien sûr, là encore, j'y reviens. Ayn Rand a su repérer et exploiter très très tôt, puisque aux États-Unis, ce roman est paru en 1957. C'est-à-dire, on n'imaginait pas du tout les développements qui ont pu intervenir depuis. Ensuite. Donc, elle a prolongé, ça c'est le don de la romancière, n'est-ce pas? Elle a prolongé des lignes de force tout à fait désastreuses qu'elle voyait apparaître à l'époque. Ce bouquin est devenu un mythe aux États-Unis. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous donner l'importance de ce bouquin? Il est écrit, mais alors je ne sais pas si c'est publicitaire de votre part, en quatrième de couverture, le bouquin le plus vendu après la Bible aux États-Unis. Ah, c'est une enquête d'ailleurs de la librairie du Congrès qui fait autorité aux États-Unis. Ça date d'ailleurs d'une bonne quinzaine d'années, mais depuis ça s'est amplifié d'ailleurs. Et actuellement aux États-Unis, Atlas Shrugged, donc en français la grève, a été vendue à plus de 7 millions d'exemplaires. Ça ne se limite pas qu'aux États-Unis. Plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde entier. C'est un mythe qui jusqu'alors était totalement inconnu, pour ne pas dire censuré d'une certaine façon en France. Mais qui défend quand même une théorie, alors vous êtes aussi philosophe, parlons-en, une théorie de l'égoïsme absolu. Alors le titre effectivement c'est Atlas, vous me disiez c'est absolument intraduisible. Oui, c'est même imprononçable. Atlas Shrugged, Atlas a bougé les épaules. Oui, il secoue les épaules pour laisser tomber son fardeau. Voilà, il dépose son fardeau. En pensant que ça ne sert plus à rien, que c'est contre-productif.
et c'est scandaleux. Mais c'est la théorie de l'égoïsme absolu. C'est la théorie que chaque homme ne doit compter que sur ses propres forces et ses propres ressources pour avancer. Oui, c'est pas l'égoïsme absolu. D'ailleurs, dans les termes d'Ayn Rand, c'est l'égoïsme rationnel. C'est-à-dire que c'est un égoïsme qui interdit absolument de s'en prendre à l'égoïsme des autres. On se respecte mutuellement. Mon égoïsme s'arrête là où commence l'égoïsme. Voilà, exactement, c'est cela. Et par conséquent, ça interdit la prédation. C'est ce qu'elle reproche, d'ailleurs, aux gens de l'État, d'être des gens qui ne produisent rien et de vouloir s'emparer de la richesse des autres pour, à des fins clientélistes, en gros, en entretenir d'autres. C'est donc exploiter en effet les créateurs. Mais en ce qui concerne l'égoïsme, c'est tout de même un égoïsme extrêmement respectueux de celui des autres, de la liberté des autres. On vient à quelque chose de très classique. Ah ça, pour respecter la liberté, on respecte la liberté. Un petit peu comme, mais on le dira, un petit peu comme, sans doute, le loup respecte la liberté des moutons dans la bergerie. Ah, pas du tout, parce que le loup dévore les moutons. Et il n'en est pas question dans la philosophie d'Ayn Rand. Ouais, c'est ça. Le mouton a également son égoïsme. Il est rigoureusement interdit d'agresser, de dépouiller les autres. Chacun gère sa vie comme il l'entend. Il choisit lui-même éventuellement qui il veut aider, mais personne n'a le droit de lui imposer. Son influence aux États-Unis. Son influence était énorme. Il faut voir à quel point. Je voyais il y a quelques jours un film de Woody Allen, son dernier, To Rome with Love. Eh bien, dedans, il y a une référence à Ayn Rand, mais qui va de soi, comme si tout Américain était censé la connaître. N'est-ce pas? Alors c'est pas la référence à la grève, c'est la référence à un autre très grand roman d'Ayn Rand, la Source vive. Vous l'avez donc traduit en français, publié il y a à peu près un an, alors que le bouquin de 57, c'est quand même assez dingue. Voilà, alors Est-ce qu'il se vend? Il se vend bien, il se vend mieux qu'on ne l'aurait cru. Maintenant, on arrive aux 7000 exemplaires, ce qui était tout à fait inespéré pour quelqu'un de totalement inconnu. Et les rares qui la connaissaient la décriaient, la désignaient comme une quasi-nazie, etc. Alors qu'elle est tout l'inverse. Et je l'accompagnais d'une biographie intellectuelle de la dame. Je vous laisse la responsabilité de ces propos. Lisez-le, c'est intense, ça je suis d'accord avec vous. Après, il y a des moments où on a envie de le balancer par la fenêtre quand même, pour être très très franc avec vous, Alain Laurent. On se dit, là elle pousse le bouchon très très loin, mais c'est le propos, c'est le but. C'est stimulant. C'est stimulant, voilà. Oui. On va le dire comme ça, c'est stimulant. Merci beaucoup d'être venu nous voir justement pour nous stimuler.